What's good? Aujourd'hui, quelle journée, je suis excité, fébrile, heureux d'avoir reçu comme invité the one and only, le GOAT, Denis Lévesque. On a parlé de toute sa carrière, quand même une très grande carrière, prolifique, ça roule, puis c'est pas terminé en plus. On a parlé de son nouveau podcast, son nouveau projet 9 millions. On a parlé de sa carrière à la radio, son passage vers la télé, de l'évolution des médias traditionnels pendant sa carrière, comment lui a vu ça. On a parlé même d'une demi-heure où il a frôlé la mort, littéralement. On a parlé de sa carrière musicale, on a parlé de ses 2 albums. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui? On a parlé un peu de trucs familiaux, on a parlé de... My God! 2 verbomoteurs ici. Puis un qui est beaucoup plus éloquent, en Denis. My man. Je sais pas si je peux dire ça maintenant. My man, Denis. I see you. Bref, c'était vraiment une belle rencontre. J'ai adoré ça. Et je crois que vous allez l'aimer aussi. En fait, c'est impossible que tu n'aimes pas ce podcast-là. Alors, bon podcast. Mais j'aimerais aussi, avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier mes commanditaires, Salvatore et Cibet. Et surtout, vous remercier pour les gens du Patreon qui sont abonnés. Ça nous encourage énormément. Et je vous invite à aller vous abonner pour le Patreon. Parce que aussi, c'est vrai, je voulais vous mentionner ça, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, à partir de maintenant, on fait un long podcast parce que je trouvais ça tout le temps un petit peu awkward. Arrêter, bon podcast, après ça, on revient pendant une demi-heure pour le Patreon. On dirait que ça faisait des drôles de segments, ça coupait weird. Fait que ça va couper peut-être plus weird pour le monde qui sont habitués d'avoir un podcast qui s'arrête quand je le dis, là. Mais là, il va y avoir un genre de fade-out où je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ça va couper à comme 1h15 environ. Pas en plein milieu d'une discussion, évidemment, là, pas en plein milieu d'un segment, mais ça va couper. Si vous voulez voir la suite, eh bien, c'est sur le Patreon. Alors, je vous invite à vous abonner et je vous remercie d'avance. Alors, bon podcast et encore une fois, my man, Denis, my man! What's good? Vous le savez, Salvatore est jamais loin. Dans notre podcast, on en mange régulièrement. Cette délicieuse pizza chaude. Ben, pas juste de la pizza, il y a aussi il y a plein d'affaires au Salvatore. Et je voulais prendre ce moment-là pour, les remercier, de faire confiance, de nous faire confiance et de nous nourrir, ainsi que vous annoncer que vous avez la possibilité d'avoir 10% de rabais sur chacune de vos commandes avec un code promo qui est dans la description en dessous ici. Là. Profitez-en, guys. Bonne bouffe. Vous connaissez déjà tous Cibet, notre sponsor, qu'on remercie. Eh bien, vous avez la chance avec le code LTDM d'avoir le premier pari remboursé. Jouez responsablement. Laisse ta bague à la maison. Là. Joue ton cash. You know, cash que t'as. Bon jeu. Parce que à chaque fois, j'ai... Will Elmy. Ouais, c'est ça. OK, ça se dit comme ça s'écrit. OK, ouais. Will Elmy. Parce que ça, j'ai pris des notes. Habituellement, je prends pas de notes puis je vais bien direct. OK. Mais là, étant donné que c'est une carrière de 40 ans, pareil. Là. Plus que ça, en fait. J'ai commencé à 18, 65, ça fait 47. J'ai commencé... Avant, j'ai commencé à payer mes études à l'école. Je travaillais pendant l'été à Dolbeau, à CHVD. Donc, j'ai commencé à l'été 1976. Ça fait combien d'années, ça? Je le compte jamais parce que je trouve que ça fait trop. Ça a l'air trop vieux, mais j'étais jeune. Tu sais, je payais mes études. Vraiment travailler à temps plein, c'est ma 44e année. Là, rajoute 4 ans, ça ferait 48. Ça n'a pas de bon sens, man. Puis, je voulais me savoir comment il va, l'œil, finalement. Ah, il est correct. J'ai demandé de l'aide, ils m'ont donné un onguent antibiotique, puis ça a parti. Mais, direct? Oui. Ah, pour la cam? OK. Bon. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. T'étais plein un peu là, du service. Là. T'es comme ça, n'a pas de bon sens. Faut que je parle. J'ai un problème. Je demande au gars à la clinique. C'est clair que tu le vois bien, ce que j'ai, là? Mais en fait, c'est pas le monsieur que je blâmais. Non, mais c'est le système. C'est le système. C'est le système, tu sais, que le pharmacien,
il est là, il connaît ça, les médicaments. Tu sais, c'est pas Joe Blow, là. Il connaît ça, les médicaments, puis l'effet des médicaments. Je comprends que si c'était un médicament de chimiothérapie ou quelque chose de la sclérose en plaques. Ouais, vous avez fait la main. Mais là, il le voit, puis manifestement, c'est un orgelet. Et il dit, écoute, je peux pas te le donner, ça te prend une prescription d'un médecin. Mais on est samedi, j'enregistre le dimanche. J'enregistre le lundi. J'ai pas de place, des médecins, j'en trouve pas. Puis des cliniques d'optométristes, c'est tout fermé le dimanche. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est me trouver un médecin sur Internet, clinique privée. Super sympathique, le gars, puis c'est bien correct. Là, je veux dire, sauf qu'il charge 180$. Puis il m'a regardé l'œil dans la caméra. Il a dit, c'est un orgelet, je vais te donner une crème antibiotique. J'ai dit, merci beaucoup. Ça a pris 5 minutes. Puis, 180$, 5 minutes. Puis le gars avait juste à tourner de bord pour me donner. C'est ça qui est la folie du système. Je trouve que... Puis surtout que j'ai appris que les infirmières spécialisées, celles qui vont à l'université 3 ans, là, elles ont le droit de prescrire des médicaments. Alors, pas tous les médicaments, encore là, il y a des bémols, mais les médicaments B.A.B.A. comme ça, là, tu sais, j'ai mal à la tête, là, ben, qu'est-ce que ça me prendrait, là, tu sais, c'est... Quelque chose d'un petit peu plus fort que ce qu'ils mettent sur les exactement. tablettes, mais... Voilà. Ouais, exactement. Parce qu'un orgelet, on s'entend, là, c'est quand même assez commun. Là, c'est pas, Oui, c'est commun, mais quand ça... Tu sais, ils disent mettre des compresses. J'ai mis des compresses, mais t'es rendu gonflé, puis ça aboutissait pas. Aussitôt que j'ai mis la crème, ça a pris 2 jours, puis... Ça, c'est quand, ça? C'est il y a comme 2-3 semaines? Une semaine, à peu près. Il y a encore un petit semaine? morceau, là. Ouais. OK, c'est pas super. Parce que là, tu me disais, je suis congestionné ou... Oui, ben c'est une sinusite que je fais ça autre chose. On a tout pogné dans la famille à Noël. On s'est tous guéris, puis on est tous en rechute en même temps. Je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas eu de virus pendant la pandémie, on n'a pas été en contact avec des virus parce qu'on était isolés, ou parce qu'on a été vaccinés, ou parce qu'on a attrapé la maladie, mais notre système immunitaire, il y a plein de monde malade 2 ou 3 fois cet hiver. Moi, je touche même pas de bois parce que j'avais jamais été malade avant. Jamais. Mais c'est particulier qu'on parle de ça parce que, justement, je parlais de ça tantôt quand on est allé chercher un disque dur, puis là, j'étais dans le char. Tout cet hiver, tout l'hiver, j'ai pas filé 100%. C'est ça. J'ai toujours eu un peu le nez qui coule, j'ai toujours eu quelque chose, mais habituellement, j'ai rien. Ben, tout le monde en famille est de même chez nous. Tout le monde, comme je te dis, on est guéri de la première vague. Là. On a tous été malades après le réveillon. Il y en a qui ont eu la COVID, il y en a qui ont eu la grippe, il y en a qui ont eu des gros rhumes. Puis on s'est guéri. Puis mi-février, il y a quelques semaines, là, tout le monde, on s'appelle, tout bouché, puis ça marche plus. Puis, ouais. Bah, qu'est-ce que c'était peut-être un complot. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, c'est sûr. Ça prend une révolution. Là, justement, avant qu'on commence, tu parlais de à l'époque, quand tu travaillais à TQS, puis quand tu recevais du monde, là, avant qu'il se parlait, puis il y avait monsieur de la CSN. La Violette. La Violette qui disait pas un mot. Gérald Larose aussi. En fait, c'était 2 gars de la CSN. Puis Gérald Larose était encore meilleur. C'est-à-dire que je te racontais qu'on faisait des débats. Puis aujourd'hui, c'est la mode. Hein? Tout le monde veut faire des débats, mais ils font des débats avec des professionnels de l'information, tu sais, ou des gens qui ont ils ont une expertise en communication. Puis tu as les 7-8 même, c'est le casting. Aujourd'hui, t'es-tu pour, t'es-tu contre? Mais nous autres, à l'époque, on prenait, je sais pas, moi, si on parlait de la prostitution, on essayait d'avoir une travailleuse du sexe qui se mesurait à quelqu'un qui était pieux puis qui croyait que c'était un péché. Alors, ça faisait beaucoup plus, c'est plus d'ouvrages en termes de recherche, mais ça faisait beaucoup de... on chicane. Ça faisait des vrais débats. Là. Puis là, je te parlais de Gérald Larose parce qu'une fois, plusieurs fois, on faisait venir des gens ou des anciens du conseil du patronat ou des patrons qui venaient dans des débats face à des syndiqués. Puis tu sais, on parlait, peu importe le sujet, tu avais la position patronale et la position syndicale. Puis Gérald Larose, la Violette avait à peu près la même position, mais c'était surtout Gérald Larose. Il s'installait là, se croisait les bras avant le débat. Là. Avant que ça tourne. Avant que ça tourne. Là, les gens se serrent la main, puis ça jase, puis... C'est bien chum, là. Ouais, puis ça sort les arguments. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi aussi, je pense ça. Puis là, ils dévoilent tous leurs arguments devant Larose, qui est là, les 2 bras croisés. Et lui, il dit pas un mot. Et là, l'émission commence. C'était live à ce moment-là. On commence, puis Larose, il a enregistré tout ce que ces gens-là allaient dire. Et puis, flang, il te les ramassait. Il devançait même leurs arguments. Donc, la stratégie, c'est parce qu'avant qu'on enregistre, je te disais, moi, j'essaye
toujours de ne pas parler beaucoup avec ça, je mes disais, invités. faut pas parler, là, parce que Faut pas trop parler parce que il y a cet effet-là, mais nous autres, comme on ne fera pas un débat, c'est pas tellement dévoiler tes arguments. Mais moi, comme intervieweur, j'essaie de ne pas trop parler parce que souvent, si tu parles longtemps avec quelqu'un, elle va te dire des choses et en cours d'entrevue, tu penses qu'elle t'a dit ça alors qu'on enregistrait, puis elle te l'a dit avant. Mais toi, comme tu penses qu'elle l'a dit pendant l'entrevue, tu ne poses pas la question, puis après ça, tu regardes l'entrevue, tu dis « Hey, shit, comment ça fait que j'ai pas demandé ça? » Il n'y a aucun raccord, là, ça sort de nulle part. J'ai pas demandé tout simplement parce qu'on avait parlé avant. Alors, t'es mieux d'en parler plus longtemps après qu'avant. Ben, c'est ça, même tantôt, on parlait de quoi déjà quand c'est rentré? Hey, ça n'a pas pris de temps. Denis rentre, bang, bang, il commence à nous poser des questions. C'est comme, OK, là, ça paraît que... Mais c'est vrai. C'est dans mon intérêt. Je regarde ta belle maison, un gars d'occupation. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie, toi? T'as pas gagné ta vie de même. Mais c'est ça. C'est vraiment une belle maison, là. Ah ouais, c'est une belle maison. C'est sûr que tu regardes la maison, tu regardes les chars à côté, ça fait pas, là. Mais c'est correct, là. Ça va bien. Mais justement, parlant de ça... Parce que toi, tu avais commencé en radio à l'époque. Ouais. Dans le coin du lac Saint-Jean, comme on parlait de ça, Dolbeau, je pense. Ouais, à CHVD à Dolbeau. Et puis après ça, ça a été à Robertval, Chicoutimi-Jonquière. Tu sais, j'ai fait le tour des stations là-bas, puis j'ai été là 15 ans à la radio. C'est ça, c'est quand même un long parcours là, de radio. Là. Mais j'aurais passé ma vie, là. Moi, j'étais heureux. Tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une belle région. Tous mes chums étaient là, mes parents étaient là, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ton escouade même de cadets. Oui, j'ai été pas longtemps, 2 mois dans les cadets là-bas. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 1994, il y a eu une fusion des 2 grands réseaux de radio au Québec. Tu avais Radio Mutuelle puis Télémédia. Moi, je travaillais pour les 2. Tu sais, on changeait de station, on avait une bonne offre, on changeait de bar, puis on se promenait. Et un jour, contre toute attente, on se lève le matin, je vais travailler, puis je vois des agents de sécurité dans la station. Ils font là, l'autre là, il est 8 heures, il n'était même pas 8 heures, il était 7 heures le matin, 6 heures. Et là, ça me travaille, puis je vais essayer un coup de téléphone, parce que l'idée me vient, ils sont-ils en train de nous gosser quelque chose de fermeture ou je sais pas quoi? Je téléphone à un chum à Trois-Rivières. Avez-vous un agent de sécurité chez vous? Ouais, on ne sait pas trop c'est quoi. Ah, shit. Là, j'appelle à Montréal, je dis... OK, parce que là, c'était gros, là. C'était pas juste dans le secteur de... Non, c'est tout le Québec. OK, Et là, j'appelle à Montréal. Avez-vous un agent de sécurité? Ils disent oui. Alors, j'ai dit là, il se passe quelque chose. Ils vont nous annoncer quelque chose. Parce que tu ne mets pas des agents de sécurité dans une shop si tu n'as pas l'intention de couper du monde ou fermer la shop ou quoi que ce soit. Et à 9h15, c'était l'heure des nouvelles de Télémédia à l'époque. À 9h15 le matin, c'est le grand patron de Télémédia qui prend, au lieu d'avoir un bulletin de nouvelles comme d'habitude, c'est lui qui est en onde à partir de Montréal, puis qui parle à tout le Québec, puis qui dit on vous annonce ce matin que nous fermons la moitié des postes de radio au Québec. Dans chaque marché, on va fermer ou un Radio Mutuel ou un Télémédia. On va garder le meilleur des 2 et on ferme, je ne me souviens pas du nombre de stations, c'était peut-être 10 stations, là, 8, 10, en tout cas, c'était dans tous les marchés. Donc, la moitié des artisans de radio au Québec, on a perdu notre job d'une shot. Toi inclus? Oui. Et on était consternés, puis on a compris pourquoi les agents de sécurité étaient là. On est tous sortis avec notre petite boîte. Puis à 9h30, on était tous sortis de la gang. Il n'y avait plus rien en ondes. Puis il n'y avait pas d'avance. Il n'y avait pas de, non, pas de 2 semaines. Fini. Ça a tombé comme une tonne de briques. Vraiment, là. Il me semble que c'est pas... Non, c'était pas très respectueux pour les artisans. Mais c'est parce qu'ils ne voulaient pas que l'annoncer à l'avance. Là, ils savaient qu'on aurait eu l'appui du public. On aurait lancé des pétitions, puis on avait chacun un micro, puis on aurait dit « Hey, ça n'a pas d'allure », puis on aurait craqué le monde. J'ai fait ça avec Bobino. Tu connais-tu Bobino? T'es-tu trop jeune pour avoir connu Bobino? Je dois être... Ben là, je me sens mal de dire que je suis trop jeune, mais... Mais Bobino, là, c'était une vedette pour les enfants. C'est un personnage d'émission pour enfants avec Bobinette. Et ils ont été en ondes pendant 28 ans. Moi, ça me dit de quoi le nom, mais... 28 ans. Puis ils se sont fait couper là. Puis après 27 ans, ils annoncent qu'ils coupent ça. Et moi, j'ai un micro, je suis à Chicoutimi. J'ai mon émission là-bas. Et je lance une pétition nationale, à grandeur du Québec. Je téléphone à mes chums un petit peu partout à travers le Québec. Puis tous les postes de radio, on embarque puis on fait signer une pétition disant que ça n'a pas de bon sens. Après 27 ans de couper une émission comme celle-là, mythique, tous les jeunes ont regardé ça. C'est le passe-partout de l'époque, si tu veux. OK. Et, je suis trop jeune.
Et finalement, Radio-Canada est revenu sur sa décision, puis ont décidé de garder Bobino une année de plus. Parce que... Puis l'année d'après, on n'était pas pour lancer des pétitions à tous les années. Là. Ils ont gagné une année de plus. Puis Christine Lamère, qui jouait le rôle de Bobinette, connais-tu Christine Lamère? Ça me dit quelque chose, c'est une actrice qui était à TVA, puis elle faisait Marisol. C'est une femme connue à l'époque. Et puis c'est elle qui faisait la voix de Bobinette. Elle m'a donné, je l'ai reçue à mon émission à LCN. Et plusieurs années après, ou? Oui, bien des années après. Elle avait su, je ne sais pas par qui, où je l'ai raconté à la télévision. Je pense que j'ai raconté à la télévision, puis elle a entendu ça. Et elle est venue comme invitée, puis elle a fait le jour, elle a apporté sa marionnette, puis elle a joué le rôle de Bobinette. Donc, moi, c'est comme si j'avais fait une entrevue avec Passepartout. Je faisais une entrevue avec Bobinette. Et elle m'a donné, comme souvenir, la marionnette. Il reste trois bobinettes. Je pense qu'il y en a une dans le musée de Radio-Canada. Je pense qu'elle en a gardé une. Et moi, j'en ai une. Sur les 3, t'en as une. Ouais. J'ai quelque part chez vous en ce moment. Oui, écoute, elle est en évidence dans la bibliothèque. Ah oui, hein? Écoute, c'est quelque chose, la bobinette. Moi, je connais pas, là, mais j'imagine que c'est un peu comme si c'était Cannelle et Pruneau. Oui, c'est à peu près la même affaire. C'est à peu près la même affaire. C'est incroyable. Là, moi, je vais sauter une coupe de points parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est de savoir, parce que, étant donné que tu as commencé il y a aussi longtemps, encore très jeune, mais je veux dire, faut avoir une ouverture d'esprit quand même assez impressionnante pour avoir travaillé toutes ces époques-là, rester, excuse-moi le terme anglais, mais relevant, t'es encore d'actualité. Est-ce que l'actualité, c'est quoi la différence entre il y a 40 ans, je veux dire, tu as vu tous les changements de génération, il doit y avoir des faits marquants qui ont traversé, parce que tu les as tous vus, toi, là. Moi, je dirais, tu sais, je te parlais des radios qui ont fermé. Là. Ça, c'était la radio AM, qui existe à peine au Québec maintenant, mais qui existe encore aux États-Unis. C'est de la radio talk, là, mais la radio AM a baissé parce que la radio FM arrivait. Le son FM était meilleur qu'AM. Puis au début, ils mettaient juste la musique dans les FM, puis ils sont mis à parler aussi. Donc, j'ai assisté à la disparition du AM. Et quand ils ont fermé la moitié des postes, c'était des postes AM. Et on se retrouvait tous en chômage. Et ça a été un moment important. L'autre moment important que j'ai vécu, c'est l'arrivée des canaux d'information continue. Je travaillais à RDI pendant 3 ans, avant d'aller à TQS, puis de me retrouver à LCN. Mais LCN et RDI, c'est une grosse... La naissance de ces deux réseaux-là, c'est fondamental. Ça change complètement la donne parce que les gens qui font des conférences de presse sont adaptés à ça. Ils font ça en fonction de... C'est au niveau de l'information, on s'entend. Oui, au niveau de l'information. Puis, la dernière grande transformation, c'est ton téléphone. C'est ça, hein? C'est les réseaux sociaux. Ça, c'est l'éclatement total de l'affaire. Parce qu'avant, je faisais de la ligne ouverte, là, mettons, dans les radios AM. J'ai commencé jeune à faire de la ligne ouverte. J'avais 25-26 ans. Puis les gens, ils te parlaient, puis s'ils n'étaient pas contents, puis tu revirais, tu roulais dans la farine, tu disais « OK, ça c'est bon, c'était fini. » Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est comme si tu avais une ligne ouverte constante tout le temps, puis le monde te traite de toi et non. Mais tu peux pas faire ça. Sac à moi à paix. Ça finit plus. Ça finit plus. Puis tu sais, quand tu es au centre d'une controverse avec des réseaux sociaux, ça n'a pas de fin. Ça peut durer des jours et des jours parce qu'il y en a qui sont en retard, puis ils voient l'affaire 10 jours après, puis ils recommentent encore. Alors, ça peut repartir des fois dans la roue. Puis là, comme tu disais aussi, là, c'est un peu le même principe que ce que tu expliquais au début. Là. On s'en est parlé avant, là, mais comme les lobbies. Là, tout le monde est représenté quelque part. Ça, c'est un gros changement. Moi, je t'en parlais avant, c'est qu'autrefois, le politiquement correct, ça n'existait pas. On pouvait dire à peu près n'importe quoi. Puis je suis pas de ceux qui regrettent l'époque où on disait « Hey, t'es un hostie de fif puis là, je mets ça entre guillemets. Là. Ouais. Mais tu sais, t'avais une ligne ouverte, puis les gens disaient ça. Là. Ouais. La première ligne ouverte que j'ai faite, c'était la deuxième parce qu'il y avait eu un accident la veille. La première ligne ouverte que je fais à 26 ans, c'était sur l'homosexualité parce que quelqu'un, je sais pas trop quoi, avait fait un coming out. Et c'était juste des lignes de même. Juste parce que j'en parlais. Juste parce que j'en parlais. Je me faisais traiter de toi et non, mais c'était tellement cheap, tellement. Ça dégoulinait. Alors, je peux pas dire que. Non, ça a bien évolué. Je veux dire, c'est une bonne chose. C'était pas une belle époque. Ceux qui disent on pouvait dire n'importe quoi, puis ils se disaient n'importe quoi. C'était n'importe quoi aussi. C'était pas nécessairement très concluant. Mais aujourd'hui, là, ça a pris un autre tour de balancier. Et si tu dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec la majorité
ou ce qui est établi par les instances des bien-pensants, ben, ça fait des grandes histoires parce que tu as les lobbies qui vont répondre. Tu sais, je sais pas. Bon, prenons l'exemple encore de l'homosexualité. Là, tu as des associations de LGBTQ, plus, puis tout ça. Et donc, tu as une conversation avant, mais tu vas dire quelque chose. Des gens t'écrivaient ou téléphonaient, puis ils n'étaient pas d'accord, puis bon. Il faut avoir un certain débat. C'est ça. Mais là, l'organisme va s'impliquer puis va te dénoncer systématiquement. Ils sont là pour ça. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux puis tout le monde se dénonce. Tu sais, ça fait En gros, ils justifient leur existence par le fait de tout le temps... Ben oui, c'est une organisation que tu représentes... je sais pas, moi, le lobby du pétrole, ben, si tu parles contre le pétrole, ils vont s'organiser pour avoir un contre-argument. Tu sais, je veux dire, tout est segmentisé, organisé, structuré. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, pas tout. Est-ce que c'est trop? Ben, trop. On ne pourra jamais revenir là-dessus. Là. Ça, c'est fait, hein? C'est fait, ouais, on ne peut pas revenir en arrière. Mais est-ce que c'est trop? C'est différent. Moi, je suis pas très... tu dis, je me suis adapté à toutes sortes de changements parce que je suis pas très... je suis assez conservateur en finance, assez conservateur d'un point de vue famille. Mais dans la société, tu sais, je m'adapte, là, puis c'est juste une façon de faire. Puis si aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut pas dire, j'essaie de pas les dire, mais des fois, là, je me tourne vers... Ben là, c'est plus la même chose. Quand j'étais à la télévision, je me tournais, puis je regardais le Kodak, puis je disais, là, je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire ce que je vais vous dire, là, parce que aussitôt que tu parles, il y a des sujets, là, tu es condamné. Que ça soit les pour ou les contre, tu es sûr que si tu dis quelque chose, tu te fais crucifier. Fait que ça me dérange pas, être pour ou contre, mais quand là, tu es dans le collimateur d'un groupe de pression parce qu'on dit ça se dit pas. Aujourd'hui, c'est politiquement correct. Il y a des choses, par exemple, l'identité des genres. Là, j'en reviens encore à ça parce que on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas. Je fais des entrevues pour les 25 ans de l'LCN avec Mado, là, qui fait des shows, la drag queen. Oui, la drag queen. Puis Danny Turcotte. On parlait de l'état des droits des minorités, des minorités homosexuelles. Puis je leur demandais c'est quoi une queer, puis c'est quoi une... Puis ils ne savaient pas. Tu sais, BTQ, tu sais, les autres lettres, ils ne savaient pas trop. Alors, tu sais, même eux de la communauté qui sont des porte-étendards, ils sont un peu mêlés là-dedans. Imagine-toi du monde d'une génération où il faut arroser la plante, on ne peut pas tirer dessus. Alors, les idées, les façons de penser... Ça grandit, puis ça prend du temps. C'est ça, voilà. Mais c'est nettement... Moi, là, au niveau du... C'est nettement mieux quand même. C'est juste le téléphone est anonyme. Mais entre personnes, quand on se rencontre, tout le monde est plus respectueux, tout le monde est plus intelligent, je dirais, émotivement qu'autrefois. Je pense que les pères sont plus présents qu'ils l'étaient quand j'étais jeune. Ils parlent plus à leurs enfants. Leurs enfants sont... Tu sais, c'est monnaie courante de lancer des tomates maintenant aux jeunes. Ah, les jeunes, ils ne savent pas écrire le français. Mais moi, je suis toujours consterné par la qualité du français des jeunes avec qui je parle. D'autres, on ne savait pas parler quand on était jeunes. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mon premier exposé oral, j'étais en secondaire 2, je shakeais avec ma feuille. Tu sais, je veux dire, on parlait pas. Dans mon temps, ça parlait pas des enfants. Tu n'étais pas là pour parler. Aujourd'hui, les enfants de 3-4 ans, c'est des grands livres, tu les écoutes parler. Puis... Alors donc, moi, il n'y a rien... Je ne peux pas dire que tout était beau avant puis tout est gris aujourd'hui, ni l'inverse. Je ne peux pas dire que tout est meilleur. Mais la roue tourne, il y a une certaine balance qui se crée. C'est ça, il faut que tu t'adaptes. Au fil des générations, je pense que ça évolue. Est-ce que ça évolue toujours du bon sens? Bon, peut-être pas dans toutes les sphères, mais je pense que généralement, je regarde aujourd'hui comment on est placé, justement, comme tu disais, avec les lignes ouvertes là, que tu te faisais traiter de tous les noms, c'était pas nécessairement mieux, on va se le dire, mais ils savaient que c'était toi le boss, donc tu pouvais les retourner. Il y avait ça, l'avantage. Ouais. Tu pouvais décider, là, moi, je mets la switch à off, là, je t'en ai. C'est n'importe quoi. Là. Ouais. Alors, on parle à Frédéric. Est-ce que tu as un souvenir d'une entrevue, que ce soit... à la radio ou à la télé, qui vraiment t'a marqué, que ce soit négatif ou positif, là, mais... Ben, j'en ai plusieurs, c'est sûr. J'en ai sur tellement. 40 ans, ça doit être... Mais... c'est quelque chose qui t'a marqué. Je sais que tu avais parlé à un moment donné de la femme enceinte qui avait cancer. Caroline Auger. Mais il y en a d'autres aussi, tu vois, j'étais à la radio dans les vieux souvenirs. Là. À un moment donné, je vais avoir 28-29 ans, puis je faisais de la ligne ouverte, puis une madame. À l'époque, il n'y a pas rien d'autre que le téléphone.
Le téléphone fixe. Oui, le téléphone à corde, là, on que tu s'entend. tournes. Ça, je suis assez J'ai reçu un coup de téléphone d'une madame, elle dit « Ma mère elle va mourir aujourd'hui ou demain. Puis elle voudrait te parler. » Elle dit elle veut témoigner du fait qu'elle croit qu'elle s'en va quelque part. Puis c'est à toi qu'elle veut le dire. Elle t'écoute, ça faisait pas 1000 ans, là, ça fait 4-5 ans que je fais de la radio dans ce coin-là. Mais elle voudrait te le dire. Alors, elle dit, si vous voulez, on va le faire tout de suite parce qu'elle est encore là, mais peut-être qu'elle perdra connaissance, conscience, ce ne sera pas là. Alors, je fais une entrevue avec elle. C'est des gros tapes comme ça, là, qui roulaient. Là. Hein? Ben oui, tu sais, des grosses bandes, là? Ouais, puis ça enregistrait toute l'émission. Là. Ouais. Alors, j'enregistre la madame, peut-être 20 minutes, et j'enregistre, mettons, aux heures le matin, puis j'ai une émission à 12h30, on la passe. Mais ça, c'était en présentiel, là. C'était avec elle. Là. Non, elle était au téléphone. Au téléphone, elle va mourir là. Okay, c'est ça. Quand on dit « va mourir là », j'arrive, j'avais une émission à la fin de l'après-midi. Juste avant l'émission, la madame, elle me rappelle, elle dit « ma mère est décédée ». Je venais de faire une entrevue avec une femme qui est décédée 3 heures. Elle m'a parlé 3 heures avant de mourir. Et ça m'a marqué. Parce que ce qu'elle disait, c'est qu'elle croyait vraiment qu'elle s'en allait pour le mieux, puis que ça allait être beau, puis que d'arrêter d'angoisser, puis d'arrêter d'avoir peur de ce qui s'en vient après la mort. Puis c'est un témoignage quand même assez fort. Tu sais, j'avais 27-28 ans. Puis j'en ai fait d'autres après. Donc, mais les gens là, qui ont à composer avec ces combats-là, ça m'a toujours marqué. Ouais. Ouais, même en même temps, il faut être un peu ouvert à ça puis être prêt à... Mais ce qui me surprend, c'est qu'une dame qui était sur le point de décéder, qui appelle un jeune à quelque part. Là. Ouais. Est-ce qu'elle veut expliquer pourquoi toi? Ben, c'est parce qu'elle m'écoutait. Elle m'écoutait tout le temps. Là, tu lui faisais du bien à quelque part. Ouais. Parce que tu sais, avoir commencé avec des entrevues comme ça à 24 ans, là, quand même... Non, mais là, j'avais commencé je devais avoir 27 à peu près. 27-28 à ce moment. Non, mais ça reste jeune, là. Ah ouais, ça reste jeune, là. Tu crois tout ça à la vie, après la vie, toi? Ben, c'est sûr que... Non. Honnêtement, elle a ça. Elle a croyé à ça. Mais tu sais, c'est beau. Je trouve ça vraiment fabuleux, par exemple. Les gens qui ont des croyances, que ce soit religieuses ou des philosophies ou whatever, d'après la mort. Je trouve tout beau. Par contre, moi, de moi-même, on dirait que je pense que c'est fini. Ah ouais. Ça fait une belle ride, mais moi, je ne le sais pas. Je suis vraiment, ils appellent ça des agnostiques, là. Qu'est-ce qu'on athée comme toi, tu dis rien. Puis les croyants, mais moi, je suis dans le milieu, je suis agnostique. Je ne sais pas, parce que je suis assez ouvert. J'ai fait des entrevues assez pétées avec toutes sortes de monde. Il y en a un Français, j'essaie de me rappeler son nom, Jean quelque chose. Je ne me souviens pas de son nom. Jean le Français, on va l'appeler comme ça. Et le gars, j'ai fait plusieurs entrevues avec des gens qui ont fait des sorties de corps. Puis ils ont vu le tunnel, là, puis arrive la lumière, puis tout ça, avant de se faire aspirer à revenir. C'est quasi tout le temps la même histoire. Hein? Oui, mais lui, c'est encore plus pété. Il sort de son corps, il est à l'hôpital, puis il est déclaré mort. Tu sais, eux autres, son cœur ne bat plus, puis il s'acharne, il essaye de toutes sortes d'affaires. Puis lui, il sort de son corps, puis il est capable de décrire la scène. Le lendemain, il fait venir le médecin, je veux parler au médecin. Il dit, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Puis il décrit tout ce qui est arrivé. Puis il décrit ce qui s'est passé dans sa chambre. Mais lui, il dit, je suis sorti, je suis allé dans le corridor, je suis allé dans le bureau à côté. Son corps est encore là, son esprit il s'en va là. C'est ce qu'il me raconte. Et il arrive dans le bureau à côté, ils sont en train de discuter de la stratégie qu'ils vont faire avec le bonhomme. Là. Les infirmières qui parlent avec... Puis là, il décrit au médecin, vous avez dit telle affaire, elle a dit telle affaire, puis il y a des rideaux à telle place, puis il décrit toute l'affaire. Et il revient, il suit le médecin, puis il revient dans sa chambre, et il s'en va en dessous du lit. Parce qu'il était fasciné par ce qu'il pouvait faire, puis il voit un code avec un numéro en dessous du lit, imprimé dans l'acier, là, tu sais, la marque de... Numéro de série, mettons. Oui, je ne sais pas si c'est le numéro de série, mais tu sais, il y avait quelque chose. Puis il dit, je suis allé en dessous du lit, puis il y avait telle écriture en dessous. Ils sont allés vérifier, puis il y avait cette écriture-là. Puis il dit, à un moment donné, je me suis senti comme aspiré à revenir, puis je suis revenu. Bon, alors... Tu sais, il y a des gens qui disent « Hey, t'es bien naïf, toi. » Mais il a écrit 4 livres, le gars, puis ils ont été
il a été challengé par toutes les autorités de l'hôpital à ce moment-là, puis il a toujours tenu son histoire, puis à moins que quelqu'un est allé fouiner en dessous du lit, puis lui dire. Ce qui aurait été écœurant, c'est d'avoir le médecin à qui il parlait. Oui, mais dans son livre, moi j'avais juste le gars, là, mais dans son livre, il y avait. Il y a des témoignages. Il citait ces gens-là. Puis c'est le cas le plus documenté de sortie de corps au monde. Mais il n'y en a pas 36 de même. Tu l'as reçu à ton émission. Oui. Mais il est décédé aujourd'hui. Je pense qu'il savait où ça. Mais il n'avait plus peur de la mort après ça. Ceux qui ont vécu ce genre d'expérience-là. Ont plus peur après. Non, ils sont sûrs que ça va être mieux. Ils ont senti une légèreté. Je ne sais pas ce qu'ils ont senti, mais ils se disent que ça va être mieux. OK. Puis si, admettons, je te pose la question, OK, t'es peut-être pas sûr s'il y a quelque chose ou après ou s'il n'y a rien, mais est-ce que tu as peur ou non? Avec tous les témoignages, tu dois te dire, bon, ça a l'air d'être le fun, ça. Ben, j'ai peur pour mes survivants. Là. Tu sais, je me trouverais. Pour les gens que tu laisses derrière. Je me trouverais un peu jeune pour partir avec des enfants comme j'ai. Là. Et, mais oui, j'ai peur de la mort. Je ne sais pas. Pas quelque chose qui dit. Non, ça me dit pas grand-chose. Ça me dit pas. Ça m'attire pas bien, moi. Je te dirais que j'ai peur, par exemple. Ouais. J'ai peur du rien après. Là. C'est ça. C'est ça, quand tu crois à rien, il faut que tu composes avec ça. Pas que je crois à rien, là, on dirait que ça fait grave de dire je crois à rien. Ouais. Mais dans le sens où j'ai cette logique dans ma tête qui est comme. Je veux dire, s'il y a un paradis, quoi, je veux dire, une fourmi qui meurt, elle va aller à quelque part. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est sûr, t'as raison. C'est pas raison, mais j'ai. Non, mais je veux dire, il y a plein de contradictions là-dedans. Là. Il y a plein. S'il y avait une réponse écrite, là, on était sûr de ce qui se passe. Un certificat, là. Ouais, ça n'existe pas. Tu sais, t'as ton passeport en haut. Ouais, ça marche pas. C'est là où j'ai de la misère, mais bon, c'est quand même c'est le fun de croire à quelque chose. Je trouve ça beau, par exemple. Comme les bouddhistes, je trouve ça beau. As-tu eu peur de mourir? Si j'ai déjà passé proche, là, ouais. Non, j'ai pas passé. Okay. Non, j'ai jamais eu. Ça change un peu aussi les perspectives. Ça. Pas tant, ouais, probablement. Mais par contre, j'ai vu mon père mourir. Ah ouais? Ça, j'étais là au moment. Il y avait sclérose en plaques. Ah ouais? Ouais. Ça a été très long. C'était 54 ans. Moi, j'avais 15. Ouais. Ça a été un gros coup. Très gros coup, mais je veux dire. Donc, tu l'as connu toute ta vie avec la sclérose en plaques? Ouais, j'avais hâte qu'il s'en aille. Là. Ah ouais? Pour lui, là, je pense. Il souffrait? Ben, pas qu'il souffrait physiquement, il y avait mal, des douleurs, mais je veux dire, il n'y avait aucune qualité de vie. Là. Ah ouais. Coucher dans un lit, faire caquette, faire nettoyer des faufounes par un préposé, vouloir changer de poste de radio, tu peux même pas rien dire parce que tu parles pas. Ouais. Il parlait plus? Il parlait plus, il pouvait plus parler, il pouvait plus manger. Fait que toutes les qualités, les trucs le fun, par exemple, manger, goûter, parler, discuter. En plus, mon père, c'était un grand bavard. Là. Ah ouais? Lui, il écoutait 95.1, je pense. C'était tout le temps ça. Là. Lui, il écoutait du monde parler, là, c'était son truc. Là. Il était très drôle, très gentil, toujours positif. Ça m'a toujours intrigué, ça, ces gens-là qui souffrent de maladies comme ça, dégénératives, ou qui ont des... On dirait qu'ils ont des mentales d'acier. Ouais. Comme si on disait qu'ils sont toujours quand même reconnaissants de... Ouais, t'as raison. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants malades, là, puis je les ai Il y a quelque chose que je trouve fascinant de ça. Mais toi, tu t'es retrouvé donc orphelin, t'avais 15 ans. Ben, orphelin. Ma mère était encore là. Ouais, mais... je comprends, mais orphelin de père, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, j'avais peut-être pas la même relation avec ma mère qu'avec mon père. Puis ça veut dire quoi, ça? Quel effet ça a eu sur toi? Ben, c'est comme si j'étais comme, bon, ben, la voie de la... Tu sais, celui qui m'envoie vers le bon chemin, il vient de partir, là. Ah ouais? Je me suis retrouvé à faire des petits choix un petit peu douteux. Comme? Ben, là... Je suis tombé dans la drogue un peu. Là, justement, c'est là où le rap est arrivé dans ma vie, où j'ai commencé à écrire, puis j'ai trippé. C'est une chance que j'avais ça, parce que sinon, je m'en allais dans le mauvais chemin. Là. J'ai commencé à vendre, à faire des affaires. Ah ouais? Puis qu'est-ce qui t'a fait allumer que c'était pas le bon chemin? Quand un de mes amis, j'ai vu des amis faire des drôles de réactions face à la drogue, genre des overdoses ou whatever. Ah, OK. Puis aussi, j'avais du monde aussi que je côtoyais qui était beaucoup plus vieux, qui étaient dans des... Qu'eux autres, ils avaient pris ce chemin-là, mais jusqu'au bout, là. Puis que c'était pas toujours beau à voir. Puis eux autres, ils me parlaient. C'est des vieux Italiens qui avaient fait des coups, là. Ouais. Puis ils m'en parlaient bien gros. Fait que, à un moment donné, j'ai fini par... je pense que c'est pas ça que je veux faire, là. Je vais m'aligner ailleurs. Puis après ça, à un moment donné, j'avais un ami avec qui on faisait ça, là, de la vente de trucs, de stupéfiants. Puis quelques années après que moi, je lui avais dit, moi, je lâche ça, là, c'est trop, là. On est trop jeunes, là. On avait comme 16-17 ans, on vendait à 3 écoles secondaires différentes, des
Des bonnes... Moi, j'ai lâché ça. 3-4 ans plus tard, je le vois, première page du Journal de Montréal, avec 8 autres personnes qui ont démantelé quelque chose. Il a fait 8 ans, je pense, ou 7-8 ans de Donc, t'as arrêté dans la gang, là, si t'avais pas arrêté. Ouais, exact. Ça, c'est... Mon Dieu, c'est rare, j'ai jamais parlé de ça, mais... Hein? Ouais. Mais allumer, là, qu'est-ce qui fait qu'on allume? Là? Il y a toujours une goutte là, qui fait déborder un vase plein. Là. Ton chum... Je pense que c'est ma conscience, tout simplement. Ah ouais? Honnêtement, à un moment donné, j'ai fait, ça n'a pas de bon sens. Je veux-tu vraiment faire ça? T'sais? Je vois... Puis tu sais, j'étais quand même aussi bien entouré dans le sens où j'ai une bonne famille, j'ai du bon monde aussi. T'sais. Des fois, quand tu tombes dans une espèce d'entonnoir de sombre, là, t'oublies qu'il y a de quoi de beau là, un petit peu plus haut là, en arrière. Recule 2-3 pas, là, puis tu vas voir, juste ouvre tes yeux, puis alentour de toi, il y a de quoi de beau. Il n'y a pas une journée que tu t'es levé, t'avais fait quelque chose la veille ou t'as fait quelque chose cette journée-là. Ah, ben là, peut-être. Hey, là, shit, là, j'ai passé un gap, il faut que je fasse autre chose. Ah ouais, ou j'aurais pu. Il y a pas... Ben, il y a eu une fois où il y a eu de quoi une descente aussi, là, que j'ai assisté. Là. Ça m'a... Ah non, ça te prend... c'est des Ouais, éléments de même qui élément font qu'on ça, est shaké peut-être. un peu, là. Ouais. Puis aussi, il y avait une fois où j'avais failli passer. Là. Dans le sens où j'avais trop pris de drogue. Là. C'était un jour de l'an. Là, c'est mon cerveau, j'étais en psychose. Là. Ah ouais? J'étais plus là. Tu sais, quand tu le sais que t'es là, mais on dirait que t'assistes. C'est comme si t'étais dans un cinéma, mais là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de reprendre le contrôle, mais le cerveau, c'est fort. Là. Oublie ça, là, j'étais parti. Là. Ah ouais. J'arrêtais pas de dire l'autre bord, rewind. Puis là, j'avais l'impression que mes pensées traversaient l'esprit de tout le monde dans la pièce, puis tout le monde était défoncé. Au début, ils trouvaient ça bien drôle. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai sauté au cou à un de mes meilleurs amis. Je pensais qu'il voulait... que c'était tout de sa faute. Ah ouais. Psychose, là, c'était vraiment bizarre. Donc, tu t'es fait peur? Ouais. OK. Ça, je pense que c'est l'élément le plus... My God, je peux pas croire que je parlais de ça. Mais ouais, c'est ça, hein? Quelqu'un de 40 ans d'expérience, il me pose la question, j'ai pas le choix de répondre. Mais c'est ça, il y a aussi une autre affaire qui est arrivée, parce que là, on parlait quand t'es arrivé de l'affaire des camions, puis qu'il allait avec la COVID et tout, là. Mm-hmm. Puis c'est là où je te disais, là, Steve l'artiste, ça a dit quelque chose qui avait bloqué le pont. Puis ça m'a rappelé une de tes entrevues que t'as coupée en plein milieu. Ah, Bernard Lachance. Bernard Lachance. Ah, ouais. Puis encore des gens qui disent ça n'a pas de bon sens d'avoir fait ça, mais lui, ça n'avait pas, lui, ça n'avait pas de bon sens. Ben, Bernard, il faut expliquer c'est qui. Bernard, c'était un jeune homme qui voulait avoir une carrière, puis il voulait avoir une carrière internationale. Donc, il s'est organisé. Mais à tout prix un peu, hein? Oui, il a vendu lui-même, il a produit ses albums, puis il était dans le centre-ville, puis il vendait ses albums aux gens en leur donnant des billets pour rentrer à ses spectacles. Puis il a fait la place des Arts, je pense, puis il est allé à Chicago parce qu'il s'est dit il faut que j'aille à Chicago pour que Oprah Winfrey... Elle l'a fait? Oui, pour qu'elle me remarque. Effectivement, il est allé là-bas, il a vendu, il a fait le même processus, là, puis il s'est retrouvé chez Oprah. C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai fait des entrevues avec lui, je ne sais pas, 5-6 entrevues avec lui tout au cours de sa progression. Là, il partait de rien. On l'a fait quand il était rendu à Montréal, à Chicago, après son passage à Oprah, etc. Et ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas entendu parler de lui. Et il appelle mon chef de pupitre, puis il dit « J'aimerais ça faire un coming out, dire que je suis gay. » pour aider les jeunes qui ont... Il y avait le VIH aussi, je pense. Oui, c'est ça. Je suis gay, j'ai le VIH et je veux juste faire un coming out là, parce que je sens le besoin d'aider les jeunes. Alors, on commence. On a un beau message, mais je pense que c'est pas ça que c'est passé. Ben non, mais il arrive et il me dit... Il commence à dire, bon, ben regarde, ça, c'est les médicaments, je les prends pas, c'est de la merde, c'est l'industrie pharmaceutique qui est à l'origine de ça. Hé, attends une minute, wow. Pas ça, tu nous demandes de faire une entrevue, tu ne m'as pas dit que tu allais me parler de ça. Ah non, mais je savais. Puis il reconnaît sa cassette que tout le monde a vue parce qu'il a mis ça en ondes. Lui, il s'enregistrait parce qu'il savait que ça risquait de ne pas passer. Puis il allait pouvoir le diffuser après. Pour montrer à quel point les médias, ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais il dit sur l'enregistrement, j'ai menti à Bruno, ton recherchiste, et j'ai menti sciemment pour avoir accès à ton émission. Mais ça ne marche pas de même. Je veux dire, tu peux pas... Moi, puis tu sais, il n'y a pas un sujet que je n'ai pas traité. Je n'ai pas d'a priori sur aucun sujet, mais tu n'arrives pas à quelque chose d'aussi complexe que ça. Sur les trithérapies, il faut que je lise, il faut que je sache de quoi tu vas me parler. Puis tu arrives, tu as juste à me bourrer, là, puis avec tes chiffres, puis attends une minute. Puis je sais que
tu sais, juste le fond de l'argumentation de dire que, pardon, que c'est les pharmaceutiques qui ont inventé une maladie pour vendre des médicaments. Déjà en partant, là, tu sais, je trouve que... C'est un fait un peu... Il y a un gros biais, là, ça qui ne marche pas. Mais sur l'effet des médicaments, la trithérapie, tu me serais arrivé avec ça, puis j'aurais eu des arguments pour dire, écoute, il y a eu telle place, telle affaire. Mais moi, je me prépare pas, tu me shootes ça en pleine face, parce que je t'aurais pas donné l'antenne. Pourquoi? T'avais pas... Est-ce que tu n'avais pas raison d'être là? Tu sais, ça me prend une raison pour inviter quelqu'un. Je disais, hey Bernard, on t'a pas vu, tu fais longtemps, parle-moi donc. C'est pas de même, ça marche. Et là, il est sous de fausses représentations. Il se retrouve devant moi. Et moi, je me suis pas préparé. Puis j'ai dit, c'est des patentes à gosse, son affaire. Je passerai pas ça. C'est sûr, on arrête ça, je passerai pas ça. Puis lui, il se filmait. Puis il a appelé Bruno après. Il menaçait de le sortir si on ne faisait pas une entrevue. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y avait un espèce... Il voulait faire du donnant-donnant. Là. Regarde, je ne le passerai pas si quelque chose. Je ne me rappelle pas du quelque chose. Puis j'ai dit à Bruno, qui a diffusé cette affaire-là, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire... Il y a des complotistes là, qui disent que, bon, ben j'ai voulu y fermer le clapet. C'est pas ça pantoute. C'est qu'il m'a menti. C'est arrivé là sous un mensonge. Puis il le reconnaît lui-même devant la caméra qu'il m'a pété de la brouille. Il a pété de la brouille à me rechercher pour être là. Puis il pense que je le couperai pas. Hey. Bon. Alors, mais là en ondes, tu veux le mettre en ondes. C'est sûr que ta gang va te dire, ah, ça n'a pas d'allure, mais le monde sensé va dire, bon, il a juste fait ce qu'il avait à faire. Va dire, ouais, moi, je comprends très bien de l'avoir coupé, là, mais est-ce que si tu avais eu le temps de te préparer, est-ce que tu l'aurais pris? Ah oui. Ouais, écoute, j'ai parlé des gens qui... c'est pour ça que tu préférais ça. Mais tu sais, j'ai parlé avec des gens qui étaient sûrs que c'était un complot septembre 2001, avec des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Il faut toujours que j'aille quelqu'un pour contrebalancer. Il serait venu avec ça, puis j'aurais parlé avec Régent Thomas, qui est spécialiste dans le traitement du sida, là, de l'HIV. C'est sûr qu'il aurait dit le contraire de l'autre, puis il y aurait eu des contre-arguments, puis bon. Au moins, tu aurais pu être prêt, puis savoir pouvoir laisser le débat aller. Mais il faut ça se prépare. Enfin, j'ai eu celle qui nie qu'on est des citoyens elle s'appelle... en tout cas, dans la sphère complotive, j'en ai eu quelques-unes, mais je vais toujours avoir un contrepartie, parce que ce que tu me dis, là, c'est comme... ceux qui, pendant la pandémie, étaient contre les vaccins parce qu'ils disaient qu'il y avait une puce 5G qui nous était rentrée dans le bras parce que Bill Gates, puis tout ça bon. Ben, je n'aurais pas donné l'antenne parce que, tu sais, ça n'a pas grand bon sens. Mais ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, j'ai donné l'antenne une fois à ce genre de personnes-là, mais tu fais ça une fois, pas pour faire ça 3 fois par semaine. Alors, mais celle qui ne voulait pas se faire vacciner parce qu'elle avait reçu... elle avait eu une réaction épouvantable il y a 10 ans, un vaccin. Je la faisais venir. Puis, ou le gars qui est ultra en forme, qui dit, écoute, moi, j'ai 30 ans, je ne vais pas me faire vacciner. Je comprends. Hein? Je veux dire, il a 30 ans. Puis, mais tu sais, j'ai fait venir des gens qui voulaient pas se faire vacciner, puis ça me faisait plaisir de leur donner, parce qu'il n'y a pas jamais unanimité dans la société. Puis j'avais des commentateurs que je les trouvais rough, parce que les autres, ils étaient très anti-vax, là, mes commentateurs, anti-vax. Et je trouvais qu'elle allait très loin des fois, parce que rendu à 80% de vaccination, je disais, à 80%... On est correct, là. Non, mais je veux dire, dans une démocratie, 80%, c'est un joyeux score, tu sais. C'est pas une république de bananes, c'est pas une dictature. Je veux dire, quand tu as 80% des gens qui démocratiquement élisent quelqu'un, je veux dire, ça fait un moyen gouvernement, t'as plus que 80%, ça se peut pas dans une démocratie, c'est impossible. Alors, rendu à 80%, je disais, c'est correct, on est rendu. Mais voilà. Si on parle du vaccin, de la vaccination. Ouais, c'est ça. C'est ça que moi, je me disais, là, à un moment donné, je trouvais qu'il poussait. Là. J'étais comme on est correct, là. Je pense qu'on est C'est ça, rendu à 80, on était correct. Même moi, j'étais allé. Mais moi, je vais t'avouer que ça me tentait pas tant d'y aller, mais je me suis dit, gars, on va y aller, là. Mais on l'a fait beaucoup pour les autres. Oui, 100%. Ben moi, c'est de A à Z. Pour des gens de ton âge. Oui, puis moi, je me sentais en santé aussi, puis bon. Je trouve qu'il y a un aspect de solidarité sociale dans la vaccination. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très beau. Là. C'est ça, mais donc je comprenais qu'il y a des gens individuellement qui est assez de crainte. Entre autres, il y a une madame qui avait fait une réaction hyper aiguë à
à l'inflammation, puis elle faisait de l'arthrose comme je fais, puis elle a été pognée pendant 2 ou 3 mois. C'est revenu, mais elle a été 2 ou 3 mois en grosse réaction. Je la comprenais de ne pas vouloir aller au 3, 4, 5, 6e dose. Alors, je donne le micro, puis elle me dit qu'il ne va pas, puis that's it. Mais les autres, c'est évident que tu demandes à quelqu'un de 30 ans, 35 ans qui est en forme de se faire vacciner, c'était pour les autres, c'est sûr que c'était pour les autres. Ben, moi, tu veux pas le faire pour les autres, fallait pas. Ben, j'étais contre la vaccination obligatoire, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais on parlait des camionneurs tantôt. Je comprenais qu'ils soient contre la vaccination obligatoire parce qu'on les obligeait. Leur moyen de pression était peut-être un petit peu excessif. Et voilà, exactement. Voilà. C'est ça qui était le problème. Là. C'est comme un peu comme je te parlais là. Steve l'artiste qui avait bloqué le pont-tunnel, ça c'était quand même un petit peu excessif, peut-être. Là. Moi, je trouvais, là, mais en même temps, ça c'est pas. Je veux pas m'obstiner là, avec ça. Là. Moi, mais surtout, il faut tourner la page. Il y en a qui sont stickés là-dessus encore. Là, hein? Sur Internet, c'est ça. Quand je te disais que il y a beaucoup de négatifs. Puis quelqu'un qui passe, je sais pas, 1 heure ou 2 sur les médias sociaux, je ne peux pas comprendre comment tu fais pour avoir un bon moral. c'est tellement démoralisant. Puis il y a plein de gens qui sont encore collés là-dessus. Bon, mais on peut passer un autre appel, là, quand même. Parlant d'autres appels, t'avais annoncé ta retraite en 2022. Non, je n'ai pas annoncé ma retraite. Non, c'était pas ça. Non, et puis je l'avais vraiment, j'ai souligné. Ah, OK. Moi, j'ai annoncé que j'arrêtais mon émission. OK, moi, j'avais compris que c'était. Mais que j'avais pas l'intention de prendre ma retraite. OK, wow. C'est une différence. Parce que, tu sais, faire 16 ans la même émission, là, il n'y en a pas eu beaucoup, des émissions qui durent 16 ans. C'est énorme. Et puis, tu sais, celles qui durent 16, 17, 18, 20 ans, normalement, elles sont plusieurs. Tu sais, je pense à Guillaume, mettons, tout le monde en parle, ça fait quoi, 18, 19, 20 ans presque qu'ils sont là. Ça va faire 20 ans. Mais ça gagne, il y a une grosse gang, puis c'est Radio-Canada. Puis, tu sais, nous autres, on était Bruno puis moi, là. Puis un réalisateur à la fin, demi-temps, puis un technicien. Tu sais, c'était ça. Et on vient que... Tu sais, on est exténué. Moi, j'étais... C'était vraiment la fatigue un peu ou tu avais l'impression qu'à un moment donné, j'ai passé tout le monde, là, je sais plus quoi faire. Non, parce que des rencontres, c'est super le fun, ça, les rencontres. C'est vraiment... D'abord, on était en pleine pandémie, puis on parlait rien que de ça, les vaccins. J'étais tanné de ça. J'étais vraiment tanné parce que moi, j'avais on se targuait d'être l'émission avec le spectre le plus large de la TV. Donc, on pouvait parler à quelqu'un d'extrême gauche, quelqu'un d'extrême droite, quelqu'un qui était à l'argent, quelqu'un qui était bouddhiste, quelqu'un... Tu sais, on faisait tous les sujets. Il n'y avait pas d'a priori pour ça. Puis on arrive pendant 2 ans, on parlait rien de la même maudite affaire tout le temps. J'étais tanné. Puis quand même, j'aurais voulu parler d'autre chose. Tu prenais le journal, il y avait juste ça. Les gens qui m'écrivaient m'ont proposé des sujets, il y avait juste ça. Il n'y avait rien. Alors, c'était rendu tellement lourd. J'en avais mon cash. C'est plein mon cash. J'imagine pas, toi. Moi, j'étais même pas là-dedans, puis j'étais écœuré de m'entendre parler. T'étais enfermé, la seconde où tu sortais, t'entendais parler de ça. Exactement. Mais il n'y avait rien d'autre. Quand même, tu aurais voulu être créatif, là. Je te dis, il n'y avait rien d'autre. Et puis nous autres, beaucoup de nos sujets, c'est des gens qui nous écrivaient juste pour dire la pandémie, c'était juste la pandémie tout le temps. Mais alors, c'était terrible. Ouais. Non, c'était lourd. Moi, ça m'a démoralisé. Mais en plus, j'ai sorti un album pendant ce temps-là. De rap? Ça a été la pire affaire. Mais nous autres, on pensait, quand c'était arrivé, c'était en mai, je pense. On voulait sortir le 1er mai, je pense, ou je me souviens plus trop la date, mai 2020. Puis là, on avait entendu dire, tu sais, ça s'en venait, puis là, il arrêtait. Puis là, on s'était dit, ça va durer 2-3 mois, ça. Ouais. Sort l'album. Et tabarouette. De tous les festivals, boum, tout a tombé. Tabarouette. L'avais-tu sorti solide aussi ou tu avais sorti juste... Solide, tout, là. Ah ouais, ça coûte cher, ça. Ouais. J'en ai fait des solides, moi aussi, puis ça coûte cher. Justement, je voulais aller là, mais avant... non, mais parlons du tien avant, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec le tien? T'en as pas vendu pantoute ou quoi? Physique, pas tant que ça. Je veux dire, c'était déjà l'air était déjà pas mal sur la fin, là, en 2020. Là. On l'avait fait, je pense, plus par principe de me dire je l'ai physique. Là. Ouais. Mais non, c'était pas nécessaire. Puis, tu sais, j'en ai pas fait 20 000 copies. Là. Ouais. J'en ai fait, je pense, 600. Là. Ah, OK. C'est vraiment pour dire. Là, mais ça coûte plus cher quand t'en fais 600 que si t'en fais 5000 parce qu'ils te chargent plus cher le premier 1000 puis après ça coûte moins cher les autres. Mais tu sais, c'est parce que je dis 600, peut-être que j'exagère, peut-être 2000, là, mais je me souviens plus. Mais en gros, c'était plus pour les pitcher dans la foule, les spectacles et tout. Mais non, ça malheureusement... Là, ça donne plus grand-chose, c'est tes pitchs puis ils n'ont même plus d'appareil pour dire ça.
C'est là où je trouve ça comme... Mais c'est le fun de l'avoir, pareil. Ah ouais, écoute, moi, je regrette cette époque-là. Écoute, j'ai des... Avant, là, j'ai résisté. Vinyle, j'avais du vinyle avant, là, tu sais, des disques en vinyle. J'en avais, je sais pas, des centaines, là, plusieurs centaines. Puis à un moment donné, arrivent les CD. Mais j'ai résisté. J'ai été le dernier à acheter quand même du vinyle. Puis à un moment donné, ils ont arrêté d'en faire. J'ai oublié d'acheter des CD. Donc, j'ai tout mis les vinyles à quelque part et j'ai acheté juste des CD. Puis là, tu achètes des CD, puis tu fais des collections, puis maintenant, il n'y a plus de CD. Fait que, tu sais, c'est un peu chiant. C'est ça là, puis je trouve que ça change le rapport des gens avec la musique. Ça change la façon de l'écouter, en tout cas, ça, c'est sûr. Absolument. Une fois que tu mets l'album, tu veux le passer au complet. Exactement. Puis comprendre le processus créatif de l'artiste. Puis quand j'étais jeune, tu sais, les vinyles, c'était gros. Donc, c'était des œuvres d'art. Tu ouvrais ça, il y avait les paroles, tu avais des dessins, tu avais, je sais pas, Goodbye Yellow Brick Road, l'album d'Elton John, c'est comme tel, c'est des dessins, c'est de la typographie, c'est super beau, Sgt. Pepper's des Beatles. Et aujourd'hui, tu le touches plus. Mais puis là, tu lisais les noms des musiciens, puis ceux qui avaient fait les arrangements, puis ils connaissaient les producteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus un mot du chat qui connaît quoi que ce soit des musiciens. Tu connais la vedette, les autres, on ne les connaît pas. Là. Il y avait un rapport plus de proximité un peu plus, là, une fois que tu l'avais dans tes mains. Tu sais, même les CD aussi, quand tu ouvrais le livret, là. Ouais. Tu voyais les paroles, les titres, les ci, les ça, qui avait produit, Aujourd'hui, tu le sais pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est très numérique. Fait que tu fais un cover art pour une tune, un single, exemple. Là, je sors un simple. Là, je fais une photo. Là, elle apparaît en tout petit, là, en haut, quand tu écoutes sur Spotify. That's it, that's all. Puis là, aujourd'hui, ils disent mets le moins de trucs possible. Fait que là, c'est juste ma face. Je veux dire, c'est rendu quand même relativement plate. Je veux dire, l'art, elle se limite à vraiment fermer les yeux, écouter la musique, mais je veux dire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus l'image, il n'y a plus tout. Là. Mais c'est un effet concret sur la création pour les musiciens. C'est qu'avant, on est revenu à l'époque des 45 tours, dans le fond. Quand j'étais jeune, il y avait les albums, c'était des 33 tours, puis c'était des albums. Les gens, à partir de Sgt. Pepper's, les groupes, les créateurs, les chanteurs, les chanteuses sont mis à penser à des albums. C'est-à-dire, je vais faire 12 tunes, je vais avoir tel beat, telle atmosphère, j'enchaîne telle tune, puis je crée quelque chose qui est pensé, qui est intégré. Ils ont fait ça pendant 30 ans, 40 ans, et arrive l'ère où on est. Là, c'est une toune. Ça te prend une toune. Donc, le musicien, il faut qu'il compose une toune. Il faut en faire 22. Il n'y a plus de déclaration artistique. Là. C'est plus... il y en a quelques-uns qui le font encore, mais c'est plus rare. C'est ça. Mais je veux dire, mettons un album comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'est un enrobage là-dedans. Aujourd'hui, tu as les 4... Comment tu appelles ça maintenant? Des EP, c'est ça? Quand EP, oui. Quand tu mets 4 tounes? C'est ça? 4-5 tunes. Bon, c'est ça la déclaration la plus longue. À peu près plus personne fait des albums. Il y a des grosses vedettes qui ont dit « je ferai plus des albums, ça donne rien ». Parce que les gens veulent, c'est un hit. Je me fends le derrière pour faire un hit ou faire de la musique qui va me permettre de rentrer sur des listes. Des listes de Spotify, des listes d'Apple. Quand tu es sur une playlist... Tu veux faire les playlists. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que quand moi, j'étais jeune... Les musiciens, ils écoutaient là, du monde, là, puis ils disaient, bon, qu'est-ce qu'on ferait de différent d'eux autres? On va jouer de la cuisine. Peu importe, essayer de trouver des nouveaux arrangements, essayer de trouver n'importe quoi pour pas sonner comme les autres. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est qu'est-ce que je ferais pour sonner comme une telle? Le résultat, regarde, Charlotte Cardin, là, à pogne. Là, écoute les jeunes chanteuses qui sortent. On dirait qu'ils chantent toutes pareil, puis ils ont toutes la même tune que Charlotte Cardin. Parce qu'ils veulent être sur sa playlist. Charlotte est rentrée sur des playlists au Koweït, puis un peu partout, puis elle tourne internationalement avec ce son-là. Puis là, tout le monde essaie de faire ça. Alors qu'avant, il aurait dit « Hey, ça pogne ça. » Donc, elle a épuisé le filon. Essayons de trouver d'autres choses. Alors là, le résultat, c'est que les gens sont beaucoup moins créatifs. Pas qu'ils sont moins créatifs. Il y a moins de place pour leur créativité. C'est plus dur de se renouveler aujourd'hui. Exactement. Parce que tout a tellement déjà été fait, c'est très, très difficile de trouver quelque chose d'absolument nouveau. Ouais. Tout a été fait, puis en plus, c'est le syndrome là, de la surconsommation, le fast music. Là. Il y a le fast food, il y a le fast fashion, là, c'est rendu fast music. Là. Je veux dire, si tu sors un single, c'est bien moins compliqué de travailler sur un single. Le problème au Québec, ça, c'est un autre apport, là, mais je veux dire, c'est qu'au Québec, je pense que la musique
Déjà que les jeunes écoutent à cause des plateformes, les playlists, les ci, les ça, toutes les plateformes, passent beaucoup de musique américaine. Tu sais, ça va dans l'algorithme, c'est la musique américaine, française ici qui pogne beaucoup. Ça laisse moins de place aux artistes québécois. Puis en plus, comment que ça fonctionne avec les musications pour avoir des subventions, parce qu'on s'entend que les artistes au Québec, pas crèvent de faim, mais ils font pas bien d'argent. Fait que pour avoir des subventions, t'as pas le choix de faire un album. Exactement. Mais pour faire un album, tu le sais très bien. Je me claque un album, il y a 8 tunes qui vont passer dans le beurre. Ouais. Il y en a 2 peut-être que potentiellement, celles qu'on choisit nous, selon, je veux pas dire ça de même, mais selon certaines personnes qui consomment même pas ce que je fais, là, qui vont me dire, si tu veux passer à la radio ou Sirius ou whatever, faut que tu fasses ça, tu sais. Fait que fais ça. Puis là, moi, je suis comme, j'ai pas le goût de faire ça. C'est pas ça que je veux faire. Fait que là, t'es comme poussé à faire un petit peu comme ce que tu dis, de recréer quelque chose qui s'est déjà fait dans le mieux de tes connaissances selon ce que tu veux sans perdre trop sans te dénaturer. C'est difficile à un moment donné. Là. Ah oui, c'est très, très difficile. Puis c'est décourageant surtout de faire un album de 12 titres puis d'en avoir seulement 3-4 qui vont sortir un peu du lot niveau des plays puis des écoutes, au niveau des nombres d'écoutes. Mais sinon, t'es 8 autres que toi, t'avais peut-être beaucoup. Mais c'est comme ça qu'on te connaît souvent, c'est avec les 8 autres. C'est là où tu peux te démarquer aussi. C'est ça, c'est là où tu vas dire, je vais essayer de sonner un peu différent. Ben, pas différent, mais je vais sonner comme je veux toi, sonner. Là, Mais ce qui est particulier, c'est que là, tu vas peut-être aller chercher, oui, une petite partie de tes fans qui vont devenir peut-être plus... ils vont se sentir plus impliqués dans ta musique parce qu'ils vont être comme, hey, j'écoute sa toune, là, avec lui, il n'y a pas beaucoup de views, je comprends pas qu'elle n'a pas pogné, moi je l'aime. Ouais. Là, il va la partager, puis là, ça va être un fan plus impliqué dans ta carrière puis qui va te suivre peut-être de plus près. Mais je veux dire, sinon, ça reste que la masse, c'est ça que tu veux chercher pour avoir de l'argent. Tu n'as pas le choix. Puis c'est vrai que quand tu dis qu'un fan peut changer les choses, ça me fait penser, ça dit quelque chose, Boule Noire? Oui. Aimes-tu la vie comme moi? Ben oui. Alors moi, je l'ai connu, je l'ai accompagné dans la mort d'ailleurs. Dans mes premières émissions, il y avait un cancer et il est venu 3-4 fois à mon émission. Puis ça diminuait, puis il est décédé. Là, puis, donc, j'ai beaucoup... je cherche un mot pour bander, là, quelque chose de... J'ai une belle connexion avec lui. Et il me racontait que lui, à un moment donné, il y a des gros hits dans l'ère du disco, si tu veux, au Québec. 75 dans à les 80. mêmes heures que Patty Galland, mettons? À peu près dans ces années-là ou un petit peu Ouais, après? 75-80 à peu près, là, tu sais. Puis, après ça, c'était plus difficile. Il est devenu animateur à la fin de semaine à CFGL, que ça s'appelait Rythme maintenant. Et un jour, il y a un DJ français à Paris qui tombe sur Aimes-tu la vie comme moi? Ou l'autre, là, il y a eu 3-4 gros hits. Et il fait jouer ça là-bas. Ça devient un gros hit 15 ans après en France. Et là, il va faire des tournées de promotion là-bas et il renaît en France parce qu'il y a un DJ qui a aimé sa tune puis il a fait jouer sa tune. Ça, c'était là. Les DJ à cette époque-là, c'était un peu ce qu'aujourd'hui sont les playlists. Exactement. Sur Spotify. C'est la même chose. Des fois, une playlist, s'il y a une playlist qui te prend, là, qui a des millions d'écoutes, ça change toute la game. Exactement, là. c'est ça. C'est pour celui ça. qui est. Tu sais, il y a des ordinateurs là-dedans, mais il y a quelqu'un qui décide en bout de course. Là, puis lui, il a ton sort entre les mains. Là, c'est lui qui décide de te mettre ou pas te mettre dedans. Là. C'est ça. C'est tout le temps comme ça. Parlant de ça, t'as fait 2 albums. Ouais. Attends, je veux pas dire n'importe quoi. Sous mes pas. Ouais. Premier album en 2015. Ouais. Et le deuxième qui m'a fait bien rire, Ça va aller. Ouais. Ça m'a fait penser, mon Dieu, tu étais avant-gardiste, tu savais très bien, ça va bien aller. Mais j'ai pas dit bien, Brian. Ah, je sais, mais ça m'a fait penser à ça tout de suite. En 2018, c'est un an ou deux avant. Ouais. Ça, niveau... honnêtement, quand j'avais entendu ça, parce que je me souviens à l'époque. Tu sais, moi, veux pas, t'as fait partie de mon enfance. Là, je t'ai vu à la télé quand j'étais jeune. Puis pas juste jeune, là, je t'ai vu longtemps. Fait que quand j'avais entendu ça en 2015, j'avais quoi, 25, 27? J'avais fait le saut en tabarouette. Denis Lévesque sort un album de musique. Je savais pas que t'allais faire un saut, que tout le monde allait faire un saut. Mais c'était pas connu là, que tu faisais de la musique. Là. Personne ne le savait. Là. J'ai fait le saut autant que tout le monde, là, où il y avait du monde qui le savait. Non. Personne ne le savait. En fait, t'as sorti ça de où? Je faisais ça chez nous, ou avec des chums plus jeunes, là, quand j'étais au Saguenay. Là. Et... tu veux dire quand t'étais plus jeune ou tes chums étaient plus jeunes? Non, quand j'étais plus jeune. OK. Et donc, j'ai toujours aimé écrire de la musique parce que je jouais du piano, de la guitare.
Et j'ai écrit des tunes. À un moment donné, j'en ai écrit pour laisser à mes enfants. C'était comme des tableaux de ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je leur donne ça à Noël. Et là, ma blonde, le producteur avec qui j'avais travaillé pour faire les tunes, tout le monde m'a dit, il faut que tu sortes ça, il faut que tu sortes ça. Puis là, je me suis dit, au début, je disais, ça n'a pas de bon sens de faire ça. Après, je me suis dit, j'aime ça déceler le monde. Ça va-tu être... check les caricatures. J'étais sûr que j'allais faire le bye-bye. Je dis, c'était une façon pour moi de dire aux gens, toutes vos a priori, là, fourrez-vous-les dans le cul. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a une toune que j'ai faite sur la deuxième, dont je me suis servi. Je ne sais pas si tu as vu le montage de ma dernière émission à LCN. J'ai mis des images. Benoît, mon chum technicien, a mis des images sur la toune que j'avais écrite. Et ça dit que les hommes sont plus compliqués que les images qu'on s'en fait. Puis moi, j'ai connu un tas de monde, des milliers de personnes avec qui j'ai fait des entrevues, puis tout le monde est plus compliqué que l'image que tu t'en fais. Le premier ministre est plus compliqué que ce que tu penses. Le premier ministre, c'est aussi un père de famille, c'est aussi un frère, c'est une sœur, il y a des sœurs, c'est un enfant, et le bénéficiaire d'aide sociale. Le bénéficiaire d'aide sociale est plus compliqué que tu peux penser. Peut-être qu'il y a eu des revers de fortune, puis peut-être que ça... Tu sais, tout est plus compliqué dans la vie que ce qu'on pense. Puis l'acte de sortir de la musique, pour moi, c'était ça. C'est hey, tu pensais que tu savais c'était qui donner les vagues, mais check-moi bien aller. Tu me connais pas. Par exemple, les gens, parce que j'ai fait de la télé populaire, pensent que j'ai à peu près jamais lu. Je lis, aujourd'hui, j'ai slacké, là, mais quand je faisais mes émissions, je disais entre 100, 110, 125 livres par année que je faisais pour mes émissions. Puis quand j'étais jeune, j'adorais la littérature classique. J'ai lu Flaubert, j'ai lu pas mal tout Balzac. Je suis un maniaque de Balzac, Victor Hugo. Mais pour le gars qui est sûr que je suis un imbécile parce que je fais des entrevues avec quelqu'un qui n'avait pas de dents une journée, puis il voulait se faire payer des dents, puis c'était donc ridicule. Ouais, mais c'était une vraie personne qui avait des vraies dents, ben, elle n'avait plus les dents, là, puis ça prenait quelqu'un pour l'aider. Ouais. Alors, André m'a tué, puis toi, tu penses que parce que je fais des entrevues de même, tout ce que je fais dans la vie, je m'intéresse aux dents. Alors, c'est ça. Je voulais juste montrer que tout le monde est plus compliqué, moi inclus, que l'image qu'on s'en fait. C'était ça la base. À la base, c'était vraiment ça Non, à la base, c'était pour mes enfants. Puis quand ils m'ont dit « Hey, tu devrais le faire », c'était de faire cette déclaration-là. De dire « Ouais, c'est vrai, ça pourrait être intéressant de montrer aux gens que c'est autre chose, que les gens sont plus compliqués que l'image qu'on s'en fait. » Puis, il y a moi par rapport à moi. Ben c'est là où je veux arriver, je pense. C'est que mes enfants, j'aurais toujours dit, ayez pas peur. Quand vous avez peur de quelque chose, prenez votre peur, isolez-la, mettez-la là, puis allez-y. Puis, je pouvais pas avoir fait ça, puis dire à mes enfants, un peu, là. Moi, je le sors pas parce que j'ai peur de me faire ramasser. Alors, c'était pas raccord avec ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Donc, pour que ça soit raccord, il fallait que je prenne mes peurs, que je mette ça là, puis j'y aille, puis je suis allé. Puis donc, le message est clair pour mes enfants. C'est pas la peur qui doit vous arrêter de faire quoi que ce... Peu importe ce que vous voulez faire. Tu as été par l'exemple avec ça, là. Ouais, il y avait ça, ouais. Mais en tout cas, c'était des bons morceaux. Surtout les paroles, j'étais surpris. Là. J'étais comme, ouais? Il est allé plus loin que... En tout cas, je ne veux pas commencer à parler de ça, là, mais je veux dire, c'est allé plus loin que certains artistes que des fois, je suis comme... Mais je trouvais ça bon. C'était toute ma vie, là. Tu sais, c'est l'Alzheimer de ma mère. Moi, j'ai fait un infarctus, j'ai failli mourir. Donc, c'était mon rapport avec la mort. J'ai quelque chose que je me suis remis dans la peau du gars qui était à l'urgence, puis je faisais un infarctus, puis t'es bloqué. Puis tu vois tout le monde qui arrive autour de toi, et tu vois que c'est sérieux. Tu vois dans leurs yeux, dans leur attitude, dans leur façon de parler, que c'est sérieux. Puis j'avais un beau-frère qui était décédé, un ex-beau-frère qui était décédé 2 ou 3 mois avant. À ce moment-là, il faisait du jogging, il a fait son infarctus, il était à l'hôpital, puis ils t'injectent un produit, puis le produit, il va bouffer le caillot que tu as dans le cœur. Alors, c'est comme ça que tu arrêtes l'infarctus. Ça, c'était en quelle année? Excuse-moi, j'étais pas au courant. Écoute, j'avais 40
43 ans. OK, jeune. Ouais, ça fait longtemps. Et donc, ils ont fait l'injection, puis ça prend une demi-heure au produit à bouffer le caillot. Mais pendant cette demi-heure-là, tu ne sais pas si tu vas passer ou si tu vas rester. Là. Comme je te dis, je connaissais quelqu'un qui était resté sur la table quelques mois avant. Puis je voyais ces gens-là qui étaient... Ils ne sont pas en panique, c'est des professionnels, puis ils savent que là, c'est un moment sérieux, il faut que ça marche. Fait que, tu sais, c'est ding, 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 ding. C'est vraiment, t'es dans l'armée, là. Fait ci, fait ça. Ben. Et là, tout ce que je pensais, au lieu de penser à ce qui était souvent ma fixation pendant ma vie, les codes d'écoute, puis les salaires, puis tout le côté fighter de la vie, là, il n'y a rien qui m'intéressait, là. Je faisais juste penser à mes enfants aux 6 ans et 3 ans. Et si je meurs ici, elles ne se rappelleront même pas de moi. Et ça, j'ai stické en tabarnouche. Parce que le reste, là, les codes d'écoute, les trophées, le prestige, tout ça, c'est rien. C'est rien, c'est du vent. Mais ta famille, c'est l'essentiel. C'est tes enfants. Et donc, après une demi-heure, là, tu vois que c'est passé. Parce qu'ils te le disent, OK, ça va mieux, là. Puis là, tu vois qu'ils sont tous... Là, ils font d'autres choses. Là, t'as passé, t'es correct. Mais la pensée que tu as eue pendant ces 30 minutes-là est restée. Elle, c'est ça, mais la toune que j'ai écrite, c'est le feeling que j'ai pendant cette demi-heure-là. C'est sûr que si t'es un petit gars de 25 ans que tu dis les paroles de ta musique, c'est juste pour dire que tu dénonces la société qui est pas fine ou que tu as perdu Mais je veux pas rire des gens qui ont 25 ans, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, moi, c'était l'expérience d'une vie. Là. C'est quoi le titre de celle-là? Toujours vivant, je pense. Rester vivant. Rester vivant, que ça s'appelle. OK. Je vais prendre peut-être plus... prendre le temps de l'écouter bien comme il faut. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'était là-dessus que je me demandais d'où tu avais sorti ça, puis... Ah ouais, t'as failli passer. Excuse-moi, on dirait que j'étais un peu chouk, là. T'as failli passer à 43 ans. Ouais. Parce que je prenais des médicaments contre l'arthrose que je fais dans les mains. Puis ils ont découvert, ça s'est su publiquement, quelques années après, que le Vioxx, ça entraînait des crises cardiaques. La pharmaceutique le savait, puis elle ne l'a jamais dit. Bernard avait raison. Années. Moi, Bernard, tu sais, comme ceux qui posaient des questions par rapport aux pharmaceutiques pendant la pandémie, j'étais bien d'accord avec ça. Moi, j'ai été de ceux qui... C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont quand même assez évidents. Là. Ben oui, mais j'ai toujours questionné, puis j'avais un docteur qui venait souvent, qui était très critique envers les pharmaceutiques, qui s'appelait le docteur Fernand Turcotte, un super bonhomme. Et il critiquait constamment les pharmaceutiques, puis il faut les critiquer. Mais donc, le Vioxx, ça avait cet effet-là d'entraîner des infarctus. Donc, moi, je faisais pas mal de cholestérol à l'époque. Là. J'ai changé de vie quand même. J'avais probablement aussi l'hérédité parce que ma mère avait fait un infarctus aussi. Mon grand-père a fait un infarctus. Donc, c'était un mélange d'hérédité puis d'effets secondaires de pilules. Et donc, j'ai changé complètement de vie après ça. Puis après ça, le train de vie, tu veux dire, tu as changé ton alimentation, tu as fait plus de sport, c'est ça? Ouais. Le classique. Ouais. Est-ce que tu dirais à tout le monde de le faire peut-être plus d'avance avant que ça arrive? Ça vaut la peine de le faire avant, effectivement. J'ai recommencé, moi, à faire un petit peu plus attention, mais je bois encore de la mousse. Ah ouais? Ça, c'est le problème. C'est quoi ta relation avec l'alcool? Moi, j'ai arrêté complètement. Complètement? J'avais 27 ans. Il y a une toune aussi là-dessus. Ah, il y a des tunes sur des choses très substantielles pour moi. Pour les autres, tu peux en rire. C'est un gars innocent qui fait de la musique puis gratte sa guitare. Mais non. Mais je connais assez la musique pour savoir que si ça avait été mauvais, je n'aurais pas mis. C'est parce que je suis un grand consommateur de musique. Je connais beaucoup de la musique jusqu'au 2010. Après 2010, je connais moins. Ça m'intéresse moins. Mais la musique classique, je consomme beaucoup de musique classique, puis je consomme beaucoup. Bon, anyway. Et donc, je voulais juste te dire que je te disais, donc, tu me parlais d'alcool. Ouais, c'est ça que tu avais arrêté, puis tu avais fait une chanson par rapport à ça. Ouais, mais j'ai arrêté de prendre un verre parce que, d'abord, c'était familial. Dans ma famille, mon grand-père était alcoolique, mes parents étaient alcooliques, puis moi aussi. Puis souvent, oui, tu étais alcoolique à cette époque-là? Ouais. Ça se torchait pas mal. Là. Ah ouais, j'ai arrêté à cause de ça, là, vraiment. OK. Mais quand tu es élevé là-dedans, tu commences jeune,
puis tu prends un coup solide. Pour toi, c'est normal. Ouais, puis je portais ça pas mal. C'était toujours le dernier coucher, donc... Puis j'étais morning man à la radio. Je dormais pas, puis j'étais vraiment à 200 000 à l'heure. Puis à 27 ans, à un moment donné, j'ai frappé un mur. J'ai toujours su que j'allais arrêter de prendre un verre à un moment donné parce que mon grand-père, sur son lit de mort, avait dit quelque chose qui m'avait bien impressionné. Il a arrêté de prendre un verre juste à 66 ans, lui, puis il est mort à 77. Puis j'ai 66 actuellement, puis mon père est décédé à 66. Donc, j'ai 66, c'est quelque chose. Et mon grand-père, donc, il dit, j'ai arrêté de prendre un verre à 66 ans, puis il était à l'hôpital en train de mourir, puis j'ai 77 ans. Le seul regret que j'ai dans la vie, j'ai juste un regret. Puis le bonhomme, il était millionnaire, était propriétaire de la moitié de la ville de Roberval. C'était un homme d'affaires extraordinaire. Il a participé au lancement de Provigo, des Continentales, qui était une chaîne de magasins, 74 magasins à travers le Québec, puis l'Ontario, puis le Nouveau-Brunswick. Donc, c'était un top gun. Puis il disait, j'ai un regret dans la vie, c'est d'avoir cessé de boire trop tard. À 66 ans, c'est trop vieux. J'aurais tellement dû arrêter avant. Puis c'est le seul regret que j'ai, mais je l'ai. Ça, toi, à ce moment-là, t'avais quel âge? Quand il est décédé, j'avais 21 ans. Fait que t'as continué de boire, mais ça t'a marqué, pareil. Ça t'a mais je savais. Mais je sais, on est baigné dans l'alcool. Là, OK, c'était terrible. Tu sais, je veux dire, c'était des parties. Puis c'était toujours dans ma famille, dans mes amis, c'était tous des gens qui prenaient un coup fort. Tu sais, mais on s'entend. Le Lac-Saint-Jean, je vais pas te mentir qu'à chaque fois que je m'en vais là... Non, mais toi-même, tu sais, quand t'es alcoolique, tu te fais des chums qui prennent de l'alcool. Normalement, c'est pas des abstinents, tu sais. Et donc... donc, je suis en train de me dire, il faudrait peut-être que j'arrête. Ça va être le temps d'un café. Non, mais tu sais, c'était beaucoup de consommation, puis beaucoup d'hypothèques sur mon bien-être physique, dans le sens où je dormais pas. Je me levais très tôt, je portais ça. Donc, et à un moment donné, à 27 ans, je me suis mis à faire de l'angoisse solide, à avoir des crises d'anxiété. Ah, les lendemains, les fameux lendemains que tu fais des Mais je savais pas ce que j'avais. Tu sais, je pensais que j'étais en train de virer fou. Là. Je faisais de l'angoisse. Mettons que je traversais un pont, j'étais sûr qu'il allait tomber. Tu sais, tout ça de niaiserie de même. J'étais au 10e étage d'un hôtel. J'étais sûr que le feu allait prendre. Puis, tu sais, je me faisais 36 000 scénarios. Je faisais de l'anxiété généralisée. Puis je me demandais pourquoi, mais j'étais juste à bout de nerfs. Puis je l'ai découvert parce que ma mère avait cessé de boire. Ça faisait 1 an seulement. Et je m'en vais chez elle une journée, chez nous, chez mes parents. Et elle avait laissé, comme les AA disent le faire, traîner de la littérature AA un petit peu partout. Puis il y avait un petit dépliant qui s'intitulait « La peur ». Et je le prends, je lis ça, « La peur », puis il y avait 4 pages. Je lis les 4 pages, puis je dis « Sacrement, je suis pas en train de virer fou, je suis juste alcoolique ». J'ai juste compris que les crises d'angoisse et d'anxiété que je faisais là, en lisant ça, je disais, ouais, mais c'est ça que je vis, c'est exactement ça. Et là, je me suis dit, donc, quand grand-père dit qu'il a attendu à 66, je suis à 27, peut-être que ce serait le temps, pas besoin d'attendre jusqu'à 66, là, tu sais. Puis donc, j'ai arrêté 1 semaine, je me sentais un peu mieux, 2 semaines, 3 semaines, puis après 1 mois, je suis allé dans un bar, puis on buvait de la grosse Molson dans ce temps-là. Quand tu vas au Saguenay, c'est de la grosse. Je sais pas si c'est encore ça. En tout cas, peut-être à l'époque, je sais plus là. Moi, je pensais que c'était de la Laurentide. Mais... OK, non, mais c'était de la grosse Molson. Des grosses. C'était des gros. Anyway, là, je me commande une bière là, puis toute la soirée, je la regardais. Puis je la mettais dans le verre. J'ai peut-être pris 3-4 gorgées. Puis à 2 heures du matin, j'ai dit non, je t'ai pas pris. J'en prends plus. C'est fini. Je suis arrivé chez nous, il restait une 12 avec juste une bière dedans. Il y avait 11 bières vides. Puis j'ai gardé la 12e. Puis elle est dans ma bibliothèque chez nous. Elle a 30 quelques années. Puis c'était un deal que j'ai entre moi. C'est que si jamais je faisais une rechute, c'est elle qu'il faut que je boive avant. Tu l'as encore, là. Fait que si jamais je faisais une rechute pour quelque raison que ce soit, il faut que ce soit la... Ah ouais, elle doit être dégueulasse. C'est une quoi? C'est une quoi? C'est une Molson. Une Molson X, là? Une Molson? Oui, exactement, Molson X. Wow, OK, ça, c'est bon. Elle a 30 quelques années, la Molson. Hey! En tout cas, félicitations, parce que ça...
Tu dis félicitations, mais tu fais pas ça pour le regard des autres, tu fais ça pour toi. Non, mais justement, c'est moi qui t'ai amené à t'en parler, parce que sinon, je pense pas que tu n'as jamais entendu parler du fait que tu buvais pas. Là. Ben, c'est ça. Mais là, j'en parle plus ouvertement. En fait, j'en ai pas parlé beaucoup parce que dans ma carrière, j'ai fait souvent des entrevues avec des gens qui s'étaient fait des porte-paroles de l'abstinence, que ce soit l'abstinence d'alcool ou l'abstinence de drogue. Puis il y en a quelques-uns. Puis j'avais raison parce que des années après, on a su qu'il était en rechute. Là, puis, entre autres, il y en a un qui venait plugger un livre sur la consommation de cocaïne, là, puis il avait arrêté. Puis un ancien ministre, puis ça allait bien, son affaire. Puis je fais l'entrevue avec lui, puis je le connaissais, j'avais travaillé à la radio à Québec avec lui. Donc lui, c'était vraiment plus pour plugger son affaire. Là. C'était plus une question. Non, je pense qu'il était sérieux quand il a écrit son livre, puis il a finalement fait une rechute, puis il l'a sorti pareil. Puis quand on est sorti des ondes, j'ai dit à Bruno, je suis sûr que ce gars-là, il consomme encore. Puis quelques années après, je vois un article dans la presse, une entrevue avec lui. Il a tellement consommé qu'il n'est plus capable de parler. Il s'est brûlé des neurones dans le cerveau qui sont liés à la capacité de la parole. Et le journaliste disait, je fais une entrevue avec lui, puis il me répond en écrivant, il n'est plus capable de parler. Puis il y en a d'autres aussi très connus en matière d'alcool. Je faisais des entrevues avec eux autres, puis ils s'assoyaient là, puis ils sentaient le fond de tonne. Alors, comme je connais personne qui s'aspergeait du parfum fond de tonne numéro 32, c'était sûr qu'il avait repris un verre. Mais dans ce temps-là, j'ai essayé d'envoyer toujours une belle courbe, une petite courbe en disant « Ça fait vraiment tant d'années que vous avez... » Ah oui. Vous, l'odeur de l'alcool, est-ce que ça vous redonne l'envie? J'allais pas jusque-là quand même, mais parce que je n'étais jamais sûr à 100%, mais les années après... La personne écrit un livre ou ce qu'on fait sans l'entrevue, puis effectivement, elle est en rechute. Voilà. Moi, je le sens. Il est bon, Denis, man. Il est bon. Man. C'est le GOAT. Je le dis, c'est le GOAT. J'imagine que tu connais l'expression GOAT. Ouais. Peut-être pas tant que ça, mais quand même. Ben, c'est la légende, c'est le best, c'est le one and only. Est-ce que tu t'es...